Bien, bienvenue à vous. Je suis très content que vous ayez accepté Jacques Chagnon, ex-député de Westmount, résident de Boucherville depuis très longtemps, puis ex-président de l'Assemblée nationale. Monique Richard, qui est ex-députée de Marguerite-Douville à l'Assemblée nationale aussi, qui représente une bonne portion de la circonscription actuelle de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Oui. Dans le fond, le podcast ou le balado qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une nouvelle initiative. Ça fait 3 mois que j'ai décidé de lancer ça depuis le mois d'août pour un peu faire connaître des gens, mais ou des enjeux de la circonscription. Puis je trouvais que ça pouvait être intéressant pour les gens qui veulent en savoir plus aussi sur que ce soit la politique, mais aussi les enjeux pour lesquels on se bat au niveau fédéral. Alors, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Un grand plaisir. Et pour ceux qui ont assisté au précédent balado qu'on a tenu, on a amélioré notre équipement. On a maintenant un micro qui va permettre d'avoir un meilleur son. Donc, si on y va tout de suite, peut-être, je ne sais pas, Jacques, si on commence avec toi, vu que tu es plus loin, mais Monique, tu pourras répondre aussi à ton tour. J'ai planifié un certain nombre de questions. On verra si ce sera ça les questions qu'on pose vraiment au final, puis comment la discussion va aller. Mais grosso modo, le but de l'épisode aujourd'hui, c'est de parler des gens qui ont été en politique pendant un certain nombre d'années, puis qui sont plus en politique aujourd'hui, puis de voir un peu comment est-ce que ça a été, par rapport à comment est-ce qu'ils voient leur expérience politique, mais aussi comment est-ce qu'ils voient l'après-politique. Je pense que l'après-politique, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Souvent, on va parler des gens qui sont en politique au pouvoir, particulièrement, mais après ça, des gens qui disparaissent de la carte, on n'en parle plus. En tout cas, ça, c'est mon impression. Donc, c'est pour ça que je voulais peut-être avoir une idée sur comment est-ce que vous avez vécu les journées qui ont suivi le retrait de votre vie politique, surtout que je pense que votre retrait de la vie politique, ce n'est pas fait de la même façon des deux. Fait que ça va être intéressant de voir les deux. Xavier, est-ce que je peux me permettre de commencer à répondre à une autre question? Bien sûr. Je vais en soulever une. En fait, c'est une anecdote que je vais conter. Tu m'as présenté tout à l'heure comme l'ancien député de Westmount. Mais ce comté-là est une curiosité. C'est Westmount-Saint-Louis. Et pourquoi ça s'appelle Westmount-Saint-Louis? C'est qu'à l'époque où, à toutes les fois, puis ça m'est arrivé 5 fois dans ma vie qu'on changeait ma circonscription électorale, chaque fois qu'on change de circonscription électorale, eh bien, ça soulève de grands questionnements d'un côté comme de l'autre de ta circonscription. Or, une fois, on a ajouté, j'étais député jusqu'à tout le Vieux-Montréal, jusqu'à la rue Saint-Hubert, donc tout le centre-ville, jusqu'à dans l'Est, toute une bonne partie du plateau. Puis le redécoupage nous amène sur la rue Saint-Laurent de nord-sud jusqu'à, disons, Mont-Royal, et ajoute la Petite-Bourgogne et ajoute Westmount. Petite-Bourgogne et Westmount. Alors, cri d'orfraie dans la communauté de Westmount parce que perdaient un comté, parce que perdaient leur identité comme ancienne circonscription. Et ça, j'ai trouvé une solution qui ne coûte pas cher. J'ai dit, pourquoi on ne changerait pas le nom au lieu de l'appeler Saint-Louis, puis d'avoir ce grand... On pourrait l'appeler Westmount Saint-Louis. Ça ne coûte rien, tout le monde est heureux. Les gens de Westmount ont été assez heureux. Les gens de Saint-Louis, ça ne leur faisait absolument rien. Mais ça a eu comme conséquence que pendant tout le temps, on m'identifiait au député de Westmount. Or, Westmount, dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis, c'est à peu près 20% de la circonscription. Alors, toujours dire, c'est Westmount, c'est ça, les gens qui sont plus fortunés, etc. Oui, ça existe, mais c'est 20% de la circonscription. Quand on oublie qu'il y a aussi la Petite-Bourgogne qui fait partie des plus pauvres. Alors, ça m'a toujours assez amusé parce que Westmount est un peu un symbole. À partir du moment où on a ajusté le nom, je n'avais pas prévu que ça aurait cet effet-là, mais ça a eu cet effet-là beaucoup, beaucoup. Alors, c'était une anecdote, juste parce que quand tu m'as dit, le député de Westmount, oui, puis je ne te le blâme pas, c'est un classique, tout le monde l'a en tête en disant, Westmount. Mais c'est Westmount-Saint-Louis, puis tout le centre-ville est dans Saint-Louis, une bonne partie de la Petite-Bourgogne. Alors, ça change pas mal la sociologie du comté. Tout à fait. Je pense que vous avez bien fait d'ajouter la précision. Mais pour revenir à ta question, parce il y avait une question. Alors, la question, c'est comment on a vécu les jours après la fin
de notre carrière politique, dans le fond, c'est un peu ça. Moi, c'est un choix. D'abord, c'était le choix, j'avais le choix de ne pas me représenter en 2014. Puis je me suis représenté parce que mon épouse m'a dit que ce n'était pas une bonne idée que dans un couple, les deux prennent leur retraite en même temps. J'ai dit, charmant, pas de problème, tu peux continuer à travailler. Elle m'a fait savoir rapidement que j'aurais mal compris. Alors, ça me disait, toi, tu te représentes, puis moi, je prends ma retraite. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, évidemment, en 2018, dans ma tête, il n'était pas question de passer une journée de plus. La date de péremption de ma vie politique, c'était le 1 ou le 2 octobre, là, quelque chose comme ça à l'époque, la date de l'élection, parce que c'était clair que je ne me représenterais pas. Donc, mais comme j'étais, si vous vous en souvenez, président de l'Assemblée nationale. Or, le président de l'Assemblée nationale, c'est le seul poste qui, le jour des élections, ne s'éteint pas. Tu cesses d'être député, mais tu demeures président jusqu'à temps qu'on te remplace. Alors, on m'a remplacé le 27 novembre et mon job comme président, c'était de remettre cette 42e législature en place. Je ne sais pas si, Monique, toi, tu voulais parler un peu de ton expérience. Oui, mon expérience. Bon, moi, je n'ai pas la longévité politique de Jacques du tout. J'ai été 4 ans député et ça n'a pas été mon choix non plus de partir. Ça a été le choix des électeurs. On se souviendra qu'à ce moment-là, il y avait eu un remaniement de la carte électorale, si bien que l'endroit où j'avais été élue avait été amputé de Sainte-Julie pour regrouper Saint-Bruno. Et à ce moment-là, j'ai perdu cette campagne, mais ça s'est bien passé. Parce que j'avais eu déjà une vie active dans le mouvement syndical et tout ça. J'avais donné beaucoup. J'ai eu une vie politique de 4 ans qui a été aussi quand même assez active avec des dossiers fort intéressants. Je pense particulièrement à la commission sur les soins de fin de vie, qui, à mon avis, est un fleuron auquel j'ai pu contribuer. J'en suis pas peu fière. Donc, ça m'a permis de retourner dans ma famille, de revoir les enfants, les petits-enfants, d'en profiter un peu. Et ça m'a permis aussi une implication que j'avais conséquente à mon mandat comme député, puisque durant mon mandat comme député, on avait le projet de mettre en place une coopérative d'habitation. Ça m'a permis de continuer à m'y investir. J'y suis encore d'ailleurs et je donne pas mal de temps. C'est un fleuron aussi pour, je pense, pour Boucherville d'avoir permis, parce que la ville a été très présente, très contributive à ce projet-là. Et je pense que la vie politique, ça a été 4 ans, mais l'après-vie politique est tout aussi intéressant. Et si je ne me trompe pas, tu as aussi joué un rôle, même si, par exemple, l'élection s'est terminée après l'élection, tu as quand même joué un rôle dans le gouvernement qui suit. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est une curiosité. Ouais. Ça, c'est triste toujours, parce que perdre ton siège quand ton parti prend le pouvoir, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose, parce que c'est comme... c'est comme un coyote interrompu. Tu te dis, j'aurais pu être là, puis j'aurais pu être dans le groupe qui dirige, puis qui prend des décisions. Or, en 2012, tu as tout de suite été aussi en même temps recrutée comme directrice de cabinet avec Mme tout de suite après l'élection, on tente de s'en remettre. J'étais allée en Gaspésie chez des amis, je profitais du beau temps et tout ça. Et j'ai eu un appel de Mme Marois et de Mme Yvon pour particulièrement agir comme directrice du cabinet de Mme Yvon, ce qui a été un plaisir d'ailleurs, des années très importantes aussi, intenses au niveau des dossiers en services sociaux, mais particulièrement intéressantes, je le disais tantôt, à l'égard de la commission. Il y a plusieurs personnes, des fois, d'autres anciens députés qui m'ont dit que des fois, après avoir été élus, même s'ils n'étaient plus élus, quand ils allaient faire leur épicerie, quand ils allaient faire leur commission de la vie quotidienne, ils continuaient à se faire interpeller par des citoyens dans leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez encore aujourd'hui, vous avez vécu pendant une certaine période de temps? Puis comment est-ce que vous prenez ça quand ça se produit? Moi, je l'ai vécu un peu, mais comme je n'ai pas été longtemps en politique, disons que je le vivais à 2 titres, comme ancienne présidente d'une centrale syndicale, mais aussi comme députée dans Boucherville. Alors, ça m'arrive encore, les gens me saluent. Ça me fait toujours plaisir. Écoutez, je pense que quand on vient en politique, on veut défendre des valeurs et quand les gens par la suite
nous reconnaissent. J'ai l'impression qu'ils reconnaissent aussi qu'on s'est investi pour eux, qu'on a été présent, qu'on a donné du temps. Et ça me fait toujours plaisir. Monique, elle est connue comme Barabas. C'est sûr que quand elle se promène, elle se fait remarquer, puis les gens vont la saluer. Je vis un peu le même problème. Moi, j'étais député à Montréal, mais avant ça, j'étais président de la commission scolaire ici, sur toute la Rive-Sud, la régionale de Chambly. J'étais élu, moi, à 22 ans. Je suis sorti à 66. Fait que j'ai été élu pendant 44 ans, dont 11 ans ici, localement, à Boucherville. Là-dessus, je l'ai poursuivi pendant plusieurs années. Oui, parce que, oui, on a été tellement ensemble, nous, c'est drôle, parce que quand j'étais président de la commission scolaire, ma présidente de syndicat, c'était Monique. Alors, on se connaît depuis longtemps. On a toujours une bonne relation. Je vous posais cette question-là parce qu'il y a plusieurs anciens élus qui m'ont dit, eux autres, ça leur rappelait constamment leur défaite électorale et qu'ils avaient de la misère un peu à vivre avec ça. Puis comme année, ils ont comme décidé même de sortir, de déménager, d'aller complètement ailleurs pour un peu couper de ça. Moi, j'ai eu à vivre une défaite électorale. Puis quand les gens me saluent, ça ne me rappelle pas ça du tout. Ça me rappelle au contraire que j'ai eu l'occasion de les représenter du mieux que je pouvais. Puis le fait qu'ils me saluent, c'est parce que finalement, les gens respectent aussi ce qu'on a fait, même si on a perdu. C'est arrivé, puis j'ai eu connaissance de plusieurs parlementaires, tous partis confondus, qui ont vécu une très forte dépression après, surtout une défaite, évidemment. Et parce que trop souvent, puis je l'ai dit dans mon dernier discours en Chambre, appréhendant ce qui arriverait, que c'est pas, il ne faut absolument pas le prendre de façon personnelle. C'est très souvent là, c'est l'œuvre de contexte qui fait en sorte que tu es là ou que tu disparais. Et malheureusement, beaucoup de femmes et d'hommes en politique, et surtout des hommes, parce qu'il y a eu surtout des hommes en politique, et maintenant il y a plus de femmes, heureusement. Mais ces gens-là ont eu souvent beaucoup de peine et en même temps une espèce de crise existentielle, là, puis qui mène presque au désespoir dans certains cas. C'est sûr que les questions, ça fait quand même drôle que je vous pose ces questions-là d'une certaine manière, parce que moi, je suis encore en politique, puis je suis... C'est un futur ex. C'est ça, mais ça va m'arriver un jour quand même. Donc, d'une certaine manière, c'est votre expérience, une bonne préparation pour le jour que ça m'arrivera. Puis, je veux savoir, dans le fond, entre votre vie politique puis la vie que vous vivez après la politique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la politique, ça m'a changé. Et est-ce que la personne que vous êtes après la politique, c'est la même que vous étiez avant? Puis de quelle façon ça vous a changé? Bien, en tout cas, pour ma part, je te connais. Je me plais à me dire que je n'ai pas changé, que je suis la même personne. Je suis une personne qui, de par ma vie familiale et tout ça, mes parents, tout ça, a un certain nombre de valeurs. Ce qui m'a amené dans l'enseignement, ce qui m'a amené dans le syndicalisme, ce qui m'a amené par la suite dans la vie politique et ce qui m'amène maintenant dans le bénévolat. Alors, je trouve qu'à travers toute ma vie professionnelle, peu importe l'endroit où je me trouvais, j'ai eu la chance d'acquérir énormément de connaissances, de développer des compétences. Et je pense que quand on arrive à la retraite, on est un peu redevable et on s'investit. Alors, moi, je le fais maintenant et non, je pense que je n'ai pas changé. Moi, je peux dire qu'elle n'a pas changé. Non, je n'ai pas changé. Mais écoute, on se fait assez longtemps qu'on se connaît, nous. Tu étais comme ça, tant comme professeur, comme président de syndicat, comme vice-président de syndicat, comme président de syndicat, président de la CEQ, député. Puis, en fait, je suis un peu pareil. Moi, c'est you see what you get. Puis, je n'ai pas changé, ni comme député, président de commission scolaire, président de fédération commission scolaire, ministre, au Trésor, n'importe où. Pourquoi je suis fait comme je suis, puis je ne sais pas. Des fois... J'aurais peut-être un exemple à vous sortir parce que je me rappelle d'une entrevue que Lucien Bouchard avait donnée à une certaine époque, je ne me rappelle plus c'était quand, mais il disait que souvent, lui, le matin, il se levait en lisant le journal, il écrivait une lettre ouverte, puis quand il a fini d'écrire sa lettre ouverte, il chiffonnait le papier, puis il la mettait dans le fond du tiroir où il l'achetait. Parce qu'on dirait que souvent, quand les gens, on pourrait parler des gens quand ils sont élus en fonction, ils ont une responsabilité de toutes les paroles qu'ils disent, ça engage plus que leur individu, ça engage aussi d'une certaine façon leur parti, leurs concitoyens. Mais une fois qu'on n'est plus élu, est-ce que cette réserve-là est encore là d'une certaine façon? Est-ce que, par exemple, les gestes que vous posez, vous dites « Ah,
si je fais telle affaire, les gens vont dire Jacques Chagnon fait telle chose, ça va avoir un effet sur le Parti libéral, ou Monique a fait telle chose, ça peut avoir un effet sur le PQ ou sur ta centrale syndicale. Est-ce que ce genre de réserve-là reste encore un peu quand même après, ou est-ce que vous imposez moi, je ça pense un que peu? l'effet, ce n'est pas nécessairement sur le PQ ou sur la centrale syndicale. C'est sur ce qu'on a représenté comme dans notre mandat de représentation. Alors, il faut toujours garder, je pense, il faut toujours faire attention. Là. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'être nous-mêmes. Puis Jacques disait qu'il n'avait pas changé. Non, il n'a pas changé. Puis je pense que l'un comme l'autre, on est des gens qui ne carburons pas à la partisanerie. On a toujours eu une ouverture de regarder le fond des questions, de voir comment on est capable de contribuer ensemble. C'est ça notre mandat comme Monique, politicien. On n'a jamais été ni un ni l'autre sur un ego trip. Non, non. Ni à 26 ans, 27 ans comme président de la régionale, ni à n'importe quel âge comme ministre ou n'importe quoi. Ça n'a jamais été sur un ego trip. Par contre, le fait que Lucien Bouchard ait été plus âgé quand il a occupé ses fonctions, qu'il soit arrivé plus tard après nous, l'expérience que vous décrivez, Xavier, est peut-être quelque chose que j'aurais dû apprendre parce que j'ai parfois péché pour avoir réfléchi tout haut, comme ministre en particulier. J'ai mangé des coups. Puis je comprenais mal pourquoi je mangeais des coups, parce que j'avais l'impression d'être transparent et ouvert, capable de vouloir discuter de choses. Et malheureusement, l'organisation de la vie politique et surtout l'approche médiatique empêche ou rend très difficile cette avenue-là, parce que dès la minute qu'on s'ouvre la trappe pour quelque chose, c'est comme si on venait de dénoncer une vérité puis qu'on n'avait pas le droit au doute. Alors, pour moi, le doute est important. Absolument. Pour moi, le doute est important, puis et même une continuation de ce que tu considères comme étant non seulement de la curiosité, mais aussi un peu d'intelligence, parce que le doute permet de pouvoir faire des remises en question. Mais peut-être là-dessus, je vais raconter quelque chose. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, moi, mes enfants sont là-dessus, bien sûr, utilisent ça. Mais pour moi, ça a toujours été très clair qu'il n'y aurait pas de photos de moi, qu'il ne fallait pas... je trouve qu'il faut avoir une certaine réserve là-dessus. Moi, j'ai eu le mandat de représenter des gens à un moment donné, que ce soit dans le monde syndical ou que ce soit dans le monde politique. Puis, je ne veux pas que cette image-là que j'ai respectée tout le temps soit ternie par des anecdotes dont les gens n'ont pas besoin de connaître ou d'entendre. Donc, les enfants, ils sont bien avertis. Les parties de famille ou ces affaires-là, ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, ça reste entre nous. Je comprends ça. Moi-même, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Je suis pas là. Je pense que la discussion qu'on a nous amène à deux questions qui étaient déjà préparées, qui étaient déjà prévues, justement, qui étaient par rapport au fait que, est-ce que vous trouvez que depuis que vous êtes entré en politique, la politique, ça a changé? D'une part, ça, c'est un élément. Puis l'autre élément qui est aussi, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses, au contraire, qui devraient changer en politique? Donc, je pense que les deux peuvent aller un peu ensemble. C'est sûr que c'est deux volets différents de la même question, mais je pense que ça va en, disons, ça suit bien le fil de discussion qu'on avait là. Je ne sais pas comment toi tu vivais ça, mais moi, je l'ai senti, une évolution rétrograde dans la façon dont le comportement vis-à-vis l'élu se faisait. Moi, quand je suis arrivé, quand j'étais jeune député, à peu près à ton âge, il y avait un respect pour le député. Il y avait une reconnaissance. Tu avais un statut qui était quelque chose, quand même, c'était un député. Il fallait tenir compte non seulement de son opinion, mais du fait qu'il était là, etc. Puis, ça a évolué de façon très négative. Et ensuite, sur le plan de la relation même entre les citoyens et leurs députés, s'est dégradé. Parce que les premières années, je me souviens, ça a duré quand même assez longtemps, les gens qui pouvaient différer d'opinion avec un point de vue que j'avais émis ou encore sur un dossier local, dans le centre-ville de Montréal, j'ai travaillé sur à peu près tous les dossiers qu'il y avait là, et on peut dire, non, M. Chagnon, on n'est pas de votre opinion, pour telle raison, on me donnait les arguments. Puis souvent, c'était écrit. Alors, à moi de répondre, de trouver des contre-arguments, puis de répondre, ou tout simplement de dire,
pense que vous avez peut-être raison. Ça aussi, ça arrive. Hein? Pas la complète perfection qui va amener la réponse à toute question. En fait, peut-être que tu as senti ça comme moi, mais Monique, l'Assemblée ou la Chambre des communes, c'est une boîte bien particulière. Oui, et c'est un aquarium dans lequel les poissons qui peuvent être de couleurs différentes vont apprendre à vivre ensemble. Oui. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, quand tu arrives face à un public qui est le public, mais là-dessus, il y a des éléments bizarres dans le monde et qui, sous le couvert d'anonymat, vont dire n'importe quelle cochonnerie sur peuvent porter n'importe quelle accusation sur n'importe qui, sans aucune contrainte et sans aucune conséquence. Ça, c'est extraordinairement malheureux. Donc, tu peux faire n'importe quoi. Et ça, c'est parce venu que ça pervertir. devient aussi incontrôlable d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Avant, quelqu'un te traitait de nom ou disait des choses, on allait dire, bon, diffamation ou etc. Mais là, tu n'iras pas sur les réseaux sociaux recenser chaque mot, on en finirait plus. Ça vient pervertir la culture sociale, ça vient pervertir la relation entre l'élu et les administrés. Comme vous dites, le Parlement, la bulle parlementaire ou la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, c'est un peu comme un aquarium. Puis il y a le danger aussi de tomber dans, on fait qu'on, tu sais, tu es dans un milieu, tu tombes d'un pli du milieu, puis tu embarques dans ça, puis tu ne remets plus en question. Comme vous dites, fait que là, vous finissez par trouver ça normal, cette façon de faire-là, quand vous êtes là. Mais quand il y a le citoyen qui arrive de l'extérieur, qui rentre là, fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Et ce que vous dites, je l'ai entendu aussi, fait que je trouve ça intéressant. Puis, mais c'est ça le travail parlementaire. Mais tu as raison, Xavier, de dire, puis Jacques aussi, de dire que les conditions aussi du débat à l'Assemblée nationale font en sorte qu'avec les 30 secondes ou avec la minute ou avec le 45 secondes, c'est un message très court. Donc, il faut qu'il soit ciblé, puis il faut qu'il soit percutant. Est-ce que pour être percutant, il faut rentrer dedans la ministre ou le ministre qu'on interpelle? Ça, c'est une autre question. Mais quand même, il reste que c'est une dynamique là, qui nous force, comme Jacques dit, à trouver d'autres vitrines intéressantes sur des projets de loi qui touchent la population en particulier. C'est sûr qu'on peut toujours aller visionner les commissions parlementaires, mais les gens n'iront pas passer des heures là-dessus. Mais moi, je pense qu'on a à réfléchir sur d'autres façons que le débat à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes pour bien faire connaître aux gens la nature des débats qui sont les nôtres. Il y a des démocraties connues qui ont, à un moment donné, pour les mêmes raisons, parce que ce qu'on dit ici, puis ce qu'on soulève comme question, c'est partout sur la planète, la même chose. Les gens voient les périodes de questions. En Allemagne, au Bundestag, ils ont terminé. Il n'y a plus de période de questions. Ils font ça autrement. La chancelière ou un ministre va aller dans un modèle de commission pour passer 1 heure, 2 heures de temps à répondre à des questions. Le ministre aussi. Alors, ça change complètement la dynamique. On n'est plus dans une dynamique de grande confrontation pour essayer de... je vais-tu le slugger? Oui, j'ai un bon 45 secondes, j'ai 45 secondes, va y en donner une. Et ça, là, c'est un peu enfantin d'abord. Puis deuxièmement, ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais vu dans une période de questions en 33 ans. J'ai vu des ministres avoir de l'air fou, ça c'est arrivé, mais des ministres qui ressortaient avec parfois un bleu, mais pas knock-out. Et puis, c'est pas là où ça se passe, dans le fond. Alors, on fait un grand pathos avec quelque chose qui a plus ou moins de valeur, mais qui, malheureusement, devient, encore une fois, la vitrine. On est jugé comme les hommes et les femmes politiques sont jugés avec la période de questions. Alors, si tu as à être jugé, souhaite donc pas l'être sur la période de questions. C'est justement parce que moi, il y a plusieurs personnes qui me disaient comment tu aimes ça, Je disais, si j'étais là pour la période de questions, je vous dirais honnêtement que j'aime pas ça. Mais j'ai travaillé dans des commissions parlementaires sur la loi sur les fins de vie, sur la santé et sécurité du travail, sur le harcèlement à l'école. Des belles. Puis le comté. Oui. Puis le travail dans le comté aussi, auprès des gens, répondre aux besoins, rencontrer plein de personnes intéressantes qui nous stimulent aussi. Et je vais le dire parce que moi, ma découverte comme députée, ça a été de voir combien
c'était Boucherville et Sainte-Julie, combien dans ces deux villes-là, il y avait des gens impliqués dans le bénévolat, dans des organismes, combien il y en a qui donnent du temps. Comment on est là pour les aider, pour les appuyer, parce que c'est un ingrédient indissociable de la qualité de vie des citoyens. Alors, il y a quelque chose de fort pertinent au mandat qu'on a, au mandat de représentation, mais il ne faut pas se fier sur la période de questions si on ne réussit pas à la changer. Je trouve ça intéressant le volet que tu amènes, Monique, parce que souvent, on ne soupçonne pas à quel point, dans une circonscription, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'organismes qui existent, beaucoup de gens qui font du bénévolat, beaucoup de gens qui sont impliqués. Puis des fois, on a l'impression, moi, je vous partage l'impression personnelle, moi, avant d'être député, je connais bien le territoire, j'ai fait le tour quelques fois, je connais du monde, tout ça. Mais quand tu es député et tu reçois les invitations, puis là, tu vas à un, tu vas à l'autre, tu dis, hey, il y en a du monde. C'est gros à monter. Il y en a beaucoup d'organismes. Xavier, tu avais eu l'expérience de travailler dans un bureau de comté, toi? Non, je n'ai pas travaillé. Par exemple, avant d'être élu, Stéphane Bergeron, je l'ai suivi pendant presque un an, toutes les fins de semaine, sur le terrain. Donc, ça a fait une grosse... Stéphane qui était exactement. Oui, exactement. Donc, je connaissais bien le modèle de l'armée, Stéphane. C'est ça. Oui, puis il n'en manque pas beaucoup, on va dire qu'il est fait tout. Il est spécial, il est bon. C'est quoi la chose qui vous a amené le plus fier de votre engagement? C'est quoi la chose que si vous aviez à changer ou que vous auriez votre plus grande frustration, mettons? Moi, deux choses dont je suis fière. La commission Mourir dans la dignité, bien sûr, et la mise en place de la coopérative d'habitation à Boucherville pour ce qui est de mon comté. Bien sûr, les commissions parlementaires sur santé et sécurité au travail, j'ai adoré ça parce que c'est un peu en prolongation de mon mandat syndical pendant bon nombre d'années. Mais non, je pense que les commissions parlementaires et le travail sur le terrain, maintenant, ce pourquoi je peux marquer de la déception, c'est peut-être dans certains dossiers que je n'ai pas réussi à réaliser ou qui se réalisent avec le temps maintenant. Puis je me dis, j'ai semé un peu au moins. Et puis ça m'amène à dire justement, votre plus grande, disons, satisfaction, frustration. Je ne sais pas, Jacques, si vous aviez... Moi, évidemment, j'ai de la longueur. Oui, c'est ça. Tu as eu le temps de faire des erreurs puis des bons coups. Tu te souviens plus de tes bons coups, hein? Oui, c'est toujours ceux-là qui remontent. Puis, c'est sur 33 ans, là, comme parlementaire, puis je suis aussi content du 11 ans que j'ai passé ici à la commission scolaire parce qu'on a fait des changements à la commission scolaire. Moi, j'ai été un agent de changement, un réformateur ici localement. Et je cherchais à l'être aussi à l'Assemblée, mais si on regarde, si on prenait le portrait là, du centre-ville de Montréal il y a 35 ans, oublions les 2 dernières années de pandémie. Là, puis si on prenait le portrait de 1985, puis on sortait le portrait de 2016, on verrait que beaucoup de choses ont changé. Alors, moi, j'ai été impliqué dans d'abord la restructuration des universités, la restructuration des hôpitaux universitaires. Puis, évidemment, c'est le centre-ville. Hein. Tu ne peux pas comparer ça avec un autre comté. Centre-ville, il y a des années, là, je peux avoir. Les députés étaient contents, ils disaient j'ai eu une subvention de 12 millions ici, puis 16 millions là, puis 14 ici, puis on va avoir une aréna nouvelle. D'autres ont travaillé avec des chiffres un peu plus gros, mais parce que fondamentalement, ce n'était pas pour le bénéfice spécifique des gens du comté, c'était pour les bénéfices de l'ensemble de notre communauté. Alors, d'avoir 2 hôpitaux universitaires, honnêtement, là, ça faisait pas. Je ne changeais pas bien des votes dans mon comté pour moi. Ça ne m'a pas apporté de vote, mais ça m'a apporté beaucoup de satisfaction de savoir qu'on était capable d'amener notre niveau de qualité de soins hospitaliers à un niveau le plus élevé qu'on pouvait trouver sur la planète Terre. Et ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Puis là, la discussion avance, mais on n'a pas commencé par le début. Peut-être que je voudrais aller au début. La discussion avance, Monique, mais on n'a pas commencé. Non, c'est ça. C'est pas nouveau, nous autres, on se connaît. Parce que vous avez avant d'être en politique et de quitter la politique, vous avez commencé par vous lancer en politique. C'est quoi en particulier qui vous a amené à dire « Moi, j'embarque, et moi, je fais le saut, moi, je lâche le syndicalisme puis je m'en vais en politique, ou je lâche la commission scolaire, je m'en vais en politique. » C'est un pensez-y bien. C'est quoi qui vous a dit, moi, y a-t-il un projet en particulier? Y a-t-il une raison particulière? Pour ma part,
Bon, j'étais déjà à la retraite de l'enseignement et du mouvement syndical. J'étais présidente du Parti québécois à ce moment-là. Et on travaillait pour avoir des femmes en politique. Et bon, je pense que ça a été ma première motivation. Madame Marois m'a rencontrée à ce moment-là en me disant c'est important qu'on ait des femmes qui sont capables de défendre un point de vue, de faire des propositions qui ont des valeurs portées par notre programme et tout ça. Alors, c'est là que j'ai accepté. J'étais encore relativement jeune puisque j'avais pris ma retraite à 54 ans, donc j'avais encore un certain nombre d'années à donner. Et comme je l'ai dit au tout début de notre discussion, j'avais acquis des compétences, des connaissances dans le mouvement syndical et je me disais, bien, je suis redevable, il faut que je redonne un peu. Et je pense que l'engagement en politique m'a permis cela et j'ai été chanceuse parce que j'ai eu des beaux dossiers. Des belles questions à traiter par le biais des commissions parlementaires et un beau comté dans lequel j'ai pu travailler avec les élus de la place, avec les citoyens, les citoyennes. Donc, c'est vraiment la place des femmes en politique qui a été ma première motivation. Moi, je suis un peu... Moi, c'est le syndrome Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Parce que j'ai été élu pour la première fois à 22 ans. Alors, puis j'ai toujours été élu pendant 44 ans de temps, sans interruption. Avant ça, parce qu'il y a quand même un avant, quand j'étais élu, moi, j'étais étudiant à l'université. Et j'étais, au moins, mon premier mandat, j'étais étudiant à l'université. Et une partie du deuxième, probablement. Et puis, chez nous, dans la famille était très impliquée sur le plan social et communautaire à Boucherville. Mon père avait fondé le corps de cadets de la marine, le club de patinage artistique, deux sœurs, la société d'histoire. Ma mère a fondé avec ma belle-mère la bibliothèque municipale. Enfin, tu sais, c'est des gens très, très impliqués dans leur milieu. Moi, j'ai vécu dans ce genre de situation-là. Ça m'amène à une autre question qui n'était pas prévue, mais que peut-être qu'on va trouver intéressante. On le dira si on le trouve. C'est ça, ben oui. Par exemple, est-ce qu'on a comme une date d'expiration en tant qu'individu en politique? Je pose la question parce qu'on voit Joe Biden à 79 ans, qui est président des États-Unis. On a vu, je pense, l'ancien président avant lui qui est passé 70 aussi. Louis Plamondon, qui est élu dans le coin de Sorel, a fait 35 ans. Il est rendu à peu près même âge. On a vu, M. Gendron aussi dans l'Abitibi, qui est resté là extrêmement longtemps. Mais des fois, on dit, la personne, je ne sais pas, a passé 60 ans ou a passé 70, c'est fini, on passe à un autre. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Vous sentez que moi, je suis plus bon? Ou pensez-vous qu'il y a un âge à partir duquel ou un moment? Ça, c'est une position extraordinairement personnelle. Tu le sens. Moi, quand j'ai pris ma décision, je ne dis pas que parce qu'on prend notre retraite, on est plus bon. Là. Non. Mais moi, non. Mais il y a un moment donné, tu sens que tu as donné ce que tu veux donner. Puis, fais une place à un autre, un jeune, quelqu'un qui va avoir des idées différentes. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'âge non plus. C'est une question, est-ce qu'on se sent toujours capable de vivre le rythme de la vie politique, de contribuer, d'avoir l'ouverture d'esprit pour des nouvelles idées qui vont surgir par les plus jeunes qui arrivent, parce que c'est une dynamique entre les différents groupes d'âge, à mon avis. L'expérience, ça ne s'achète pas, on va la chercher. Mais des idées nouvelles apportées par une jeunesse qui arrive en politique, c'est indissociable du succès aussi d'un gouvernement ou d'une équipe politique. Alors, c'est les deux. C'est un bon... ça prend un mix des deux. Oui, ça prend un mix des deux. Puis ça prend de l'engagement. Ça prend la croyance qu'on est là encore pour changer des choses. Puis, on n'est pas là pour passer du temps parce qu'on a déjà donné 20, on peut en faire encore 5 autres tranquillement. Non, il faut garder le dynamisme de la vie politique, même si on atteint un certain âge. Mais je pense qu'il y a des gens de tous les âges qui peuvent contribuer, comme il y a des gens de tous les âges qui peuvent s'asseoir sur leur laurier et ne pas innover non plus. Alors, je pense que c'est une dynamique entre les différents groupes d'âge. Xavier, quand tu iras à Ottawa, puis que tu n'auras pas le goût d'y aller, dis-toi qu'il est temps que tu C'est ça, c'est le temps que tu y penses.
C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, c'est intéressant. Parce que je trouvais que c'était important de le soulever, cet élément-là. Parce que souvent, je pense que des fois, on a tendance à attribuer la valeur d'un individu en fonction de son âge et non pas nécessairement en fonction de sa volonté de contribuer à la société. Ouais. Exactement. Absolument. Moi, c'est l'âge. Tout au contraire. Parce que moi, c'était l'inverse de plusieurs autres. Quand j'ai commencé, les gens disaient ah, c'est un jeune, on voulait me donner des dossiers de jeunes. Je me dis non, moi, je suis un citoyen comme tout le monde. Donne-moi un dossier comme tout le monde. Absolument. La première place où Robert Bourassa m'a envoyé comme jeune député, c'était au Conseil du Trésor. Je suis devenu membre du Conseil du Trésor. Alors, là, tu as une autorité. C'est ça, tu as une école. Hein? Puis c'est là que tu vas commencer à comprendre c'est quoi l'État, puis tu vas le comprendre crédit par crédit. Ben, je peux dire que quelques années après, j'étais le spécialiste qui était capable de parler de tous les crédits, de tous les ministères, et qui était. Mais c'était un apprentissage extrêmement important et extrêmement intéressant. Mais encore une fois, la journée où tu dis je ne veux plus aller au Parlement, je suis tanné, j'aime plus ça. C'est fini. Sors de là. Peut-être ça m'amène encore une fois à une autre question qui serait un peu si vous aviez à retourner en politique, mettons que vous aviez l'énergie, ou mettons que vous aviez tout ce qu'il faut, etc. Ça serait pour quelle raison? Y a-t-il quelque chose qui ferait que, ah oui, si ça se passait, parce que peut-être c'est quelque chose qui pourrait se produire dans l'actualité ou quelque chose qui pourrait changer, mais y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que vous sentiriez l'appel d'une certaine façon? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que vous... Moi, actuellement, j'ai 2 préoccupations importantes. Celle du logement, celle de faire en sorte que les familles québécoises aient accès à des logements qui sont accessibles, qui répondent à leurs capacités financières et que... puis l'autre, ce serait l'éducation encore. Ça a été un grand pan de mur de ma vie professionnelle, mais je trouve qu'actuellement, on a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'éducation, de services particuliers. Et je pense que la pandémie a encore accentué ça. Et ce serait ça un deuxième élément de motivation de travailler à l'élaboration d'un certain nombre de services. J'étais contente ce matin d'entendre le ministre de la Famille dire qu'en accompagnement de la poursuite de mise en place des services à la petite enfance, il y aurait aussi une préoccupation déterminante d'avoir des ressources pour accompagner ces jeunes-là dès le bas âge parce qu'on est tellement capable de récupérer des enfants. Tu sais, M. Legault disait ce matin, tout se joue avant 6 ans. Bien, investissons. Et ça, ce serait ma deuxième motivation au-delà du logement et de la capacité des familles d'être bien logées. Je partage certainement la première passion que Monique a. C'est connu. Une de mes passions, ça a été l'éducation. J'ai investi beaucoup de temps ici. Puis ensuite, j'ai investi du temps tout le temps, à tous les autres niveaux aussi, collégial, universitaire. Mais par rapport, d'abord, investissement sur l'éducation et ensuite, recherche et développement, c'est-à-dire la science. Pour moi, la science, peut-être à tort, mais j'ai bien confiance que nous allons résoudre une grande partie de nos problèmes, comme le réchauffement climatique, comme des problèmes énormes, par le biais de nouvelles technologies, puis par le biais de la science. Je suis très inquiet sur l'avenir de notre organisation parlementaire, parce que c'est le seul modèle qu'on connaît qui peut faire en sorte de lier des citoyens à une institution qui doit diriger l'ensemble de nos orientations. Alors ça, pour moi, c'est certainement ma plus grande inquiétude. Et peut-être que ça pourrait être une piste, justement, pour donner un peu plus de crédibilité à nos institutions parlementaires, estomper le cynisme un peu de voir qu'il y a des préoccupations d'une autre nature qui nous amènent vers le développement puis l'acquisition de connaissances qu'on partage avec la population. Et moi, je dois vous avouer que ça a été ma plus grande frustration à mes débuts comme élu, parce que je me rappelle par exemple, il y avait des débats, on avait des projets de loi, il y avait des comités, tout ça.
qu'il y a des journées, là, on pouvait faire à peu près rien de notre journée parce qu'on avait un vote toutes les demi-heures. On rentrait dans la réunion, la cloche partait, on allait voter, on retournait. La cloche partait, on retournait. Au bout de la journée, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, moi, j'ai fait 50 votes aujourd'hui, puis là, ça repart toute la nuit, 200 votes dans la nuit, le monde ne dort pas. 3 kilomètres dans le Parlement. Tu marches entre ton bureau, puis là, tu scrapes tout l'agenda, tu scrapes tout le monde qui voulait te rencontrer. Bon. C'est juste bon de faire 10 000 pas par jour. C'est incroyable. C'est ça. C'est juste bon de faire 10 000 pas par jour. À part ça, c'est idiot. J'ai parlé de CRISPR 90, c'est CRISPR 19, évidemment, je voulais dire. Mais je regarde des tas de trucs qui se développent un peu partout, puis on n'est pas là, on n'est rien pas là. Et puis, tu ne peux pas passer éternellement à côté de situations comme celle-là sans un beau matin qui était une espèce de comment on appelle les Australiens? J'arrive d'Australie, j'aurais le savoir. Mais tu lances qui te revient. Un boomerang. Merci. Un boomerang. C'est le boomerang qui va arriver dans le visage des parlementaires. Puis, ils ne sont pas équipés pour être capables de travailler avec ça. Bien, je pense que un bon exemple de ça auquel on peut penser, c'est les fameux géants du web, l'Internet, puis tous les changements qui ont eu lieu. Puis on est encore en train aujourd'hui de parler de est-ce qu'on devrait ou pas les taxer, puis est-ce qu'on devrait ou pas les réglementer. Alors, ça fait plus que 20 ans qu'ils existent. Donc, ça commence à faire longtemps. Ils sont rendus. Nous autres, on parle de cette génération-là, mais technologiquement parlant, on est 3-4 générations nouvelles depuis ce temps-là. Puis ceux-là, on ne les a même pas vus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec le GAFA? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec le GAFA? Ça fait longtemps qu'on aurait dû, ça fait 10 ans qu'on aurait dû y penser et travailler dessus. Et maintenant, GAFA, chacun des éléments de GAFA, et j'ai eu l'occasion de le dire à l'UIP, l'Union internationale des parlementaires, ils ne m'ont pas trouvé drôle. J'étais reçu comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis allé leur dire, il y a des problèmes, là. GAFA, là, je prenais chacune des unités de GAFA, là, et elle est plus importante, sa capitalisation est plus importante que le budget de 95% des pays qui sont ici. Oh, il y a eu un grand silence. Puis là, je suis parti. J'ai fait la démonstration que je voulais faire. Mais qu'est-ce que tu veux, quand tu vaux 2 trillions comme Apple, ben, il y a combien de pays qui valent 2 trilliards? 6, 7. Puis un peu comme tu le disais, Xavier, pourquoi on n'en arrive pas justement à des perspectives ou à des cadres stratégiques qui nous amèneraient justement à tenir compte du développement et tout ça? Bien, je pense que les députés sont tellement happés par la quotidienneté, par tout ce qui fait partie de, tu parlais tantôt des cloches, les rendez-vous, on en vient à ce que l'appareil nous gruge tellement de temps que comment on fait pour donner des mandats pour que les ressources, les conseillers, peu importe, nous amènent à dégager des perspectives sur le long terme puis avoir un peu plus loin. Puis ne serait-ce qu'à prendre connaissance, comme tu le disais, de ce qui se passe actuellement puis du décalage qu'on vit comme responsable politique dans une société. Alors, tu sais, il va falloir qu'il y ait des coups de barre qui se donnent en disant comment on fait pour prendre le rythme de l'évolution actuelle puis être au diapason pour donner les bonnes réponses. Ça va prendre des commissions parlementaires qui vont se penser sur ce qui s'en vient, l'avenir. Et puis, ça prend une douzaine de parlementaires qui vont être mis en contribution, puis regarder ce qui s'en vient, puis pour informer leurs collègues de ce qui s'en vient. Parce que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau d'excitation par rapport à ce qui se développe sur le plan technologique ou scientifique. Mais il y a une responsabilité quand même. Mais c'est parce que notre société, si on ne s'en occupe pas, il y a d'autres sociétés qui vont y pourvoir et qui vont faire un tabac parce qu'ils vont être loin en avant de chez nous. Puis ce ne sera pas nécessairement de gros pays, peut-être un pays. L'Estonie, par exemple, est un pays extraordinaire sur le plan de son développement informatique et de comment ils sont bien plus en avance que nous autres. D'ailleurs, je pense hier ou avant-hier, le premier ministre qui disait que je recevais mes rapports du ministère de la Santé sur l'ancêtre du... il recevait ça sur
Des disquettes? Des fax. Des fax. C'est mon âge. Ben, moi, je l'avais oublié tellement c'est vieux, ces histoires-là. Et des fax. C'est une société qui fonctionne avec des fax en 2020. Là. Dis-toi pas que tu es en problème. Dis-toi que tu es enterré par des problèmes. Ouais. Puis, arrête-toi, puis commence à essayer de te déterrer, parce que si le nez ne sort pas de la terre, tu vas être enfoui. C'est le cas de le dire. Et ces dossiers-là, puis cette façon de nouvelle, je pense, de considérer la politique, puis encore une fois, avec beaucoup moins de... Je regarde, je suis estomaqué de voir la politique américaine et les niveaux d'antagonisme qui existent entre les différents groupes, républicains et démocrates. Je trouve ça d'une aberration incroyable et ils sont en train de s'auto-détruire. Et c'est la même chose dans toute société où ton clivage devient tellement élevé entre les uns et les autres que tu risques d'avoir des problèmes majeurs de comportement, même à l'intérieur de ton pays. Le pire, évidemment, ce serait la guerre civile. On est encore loin de ça, peut-être pas, j'espère. Mais c'est des éléments qui doivent être tenus en compte certainement très fort. Heureusement, notre société est plus ouverte. Pas tout le temps. Non. Mais plus ouverte, en tout cas. Quelque part d'avance, sûrement. Nous donne l'impression d'être plus ouverte. C'est ça. En terminant, peut-être... oui, parce que... On est obligé de revenir, Monique, nous autres, moi, je ne pensais pas m'en tirer même à 6 heures. Arrête! Je voudrais terminer en fait peut-être avec un conseil que ce soit à vous-même ou à quelqu'un qui aurait l'intention de se lancer en politique aujourd'hui. Avec l'expérience que vous avez de dire, mettons que vous auriez un conseil à dire à la Monique d'il y a 20 ans ou au Jacques d'il y a 30 ans, dire qu'est-ce que vous donneriez à vous-même comme conseil ou à quelqu'un d'autre qui aujourd'hui aurait de l'intérêt pour la politique puis aurait peut-être l'intention un jour d'y aller. Bien, moi, ce que je dirais à une personne que je voudrais convaincre d'aller en politique, ce serait, si tu décides d'aller en politique, il faut que tu sois convaincu qu'il y a un certain nombre de choses à changer, que tu sentes que tu as l'engagement nécessaire pour y mettre le temps parce que ça demande énormément de temps. Ça demande des sacrifices aussi au niveau de la vie personnelle et tout ça. Et je pense que je lui dirais, on va en politique et on demeure la personne qu'on est. C'est-à-dire qu'on y va avec nos valeurs, avec nos croyances, on y va avec la volonté de faire partie d'une équipe, d'être dans un collectif, mais de ne pas non plus dénaturer ses convictions ou ses valeurs. Je pense que ça, c'est important. Puis de faire partie d'une équipe, c'est engageant. Il faut être conscient qu'il y a des compromis à faire. Mais qu'on est là aussi, non pas pour soi, mais qu'on est là pour les citoyens et les citoyennes qu'on représente. Il faut donc avoir la détermination de s'y référer à ces citoyens, ces citoyennes-là, donc d'être présent, d'être conscient que ça demande du temps, que ça demande de l'engagement, que ça demande des sacrifices à ta personne et à ta famille, les gens qui t'entourent, tes amis. Donc, il y a des sacrifices à faire, mais que la vie politique, ça peut être d'un apport, tu peux y contribuer et avoir un apport significatif si tu y vas avec des convictions et avec la vraie personne que tu es. Moi, je donnerais 11 sur 10 à la réponse que Monique vient de faire. Mais je ne sais pas si... Je suis loin d'être certain que je suggérais à mes enfants, par exemple, d'y aller. Parce que c'est même plus, pour toutes les raisons que Monique a mentionnées, ça, c'est l'effet positif et ce que je crois moi-même, ce à quoi je crois moi-même. Ceci étant dit, l'effet et le modèle destructeur, mais carrément destructeur, qui est en train de surgir des tréfonds de la déshumanisation du monde au moment où on se parle via, entre autres, à cause des médias, qui détruisent des réputations, qui font en sorte que t'aimes autant pas être connu,
puis tu aimes autant passer à côté de tout ce qui va te faire accrocher pour te faire vomir dessus. Non, ça c'est trop. Moi, sur ce bout-là, je pense que ce n'est pas achetable dans une société qui est respectable. Mais les raisons fondamentales sont là. C'est celles que Monique a décrites. Mais c'est engageant. C'est des sacrifices. Mais c'est parce que le problème, j'ai eu beaucoup de beaux moments en politique, et puis Monique aussi. Mais là, on fait face à des moments qui sont absolument décourageants, désœuvrants, inutiles, qui risquent de faire éclater notre propre capacité de vivre avec nous-mêmes. Ouais. On voit des problèmes de santé mentale chez des artistes ou des vedettes, que ce soit de télévision. Mais en politique, tu ne peux même pas te permettre de montrer que tu es faible. Que tu en as. Que tu en as. Alors qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri, à force de recevoir des coups de 2x4 sur la tête. Là, se faire ruer au Centre Bell, ce n'est pas drôle. Mais recevoir des coups de 2x4 sur la tête, voir tes amis qui te regardent disant comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir, puis tu rentres chez vous, puis non, tu finis par plus être capable de vivre dans un environnement comme celui-là. Alors, pour ça que je serais très hésitant de suggérer à quelqu'un de se lancer dans le monde, dans un monde qui a perdu ses repères quant à son respect. Et moi, je crois quand même qu'il faut travailler à changer les choses. Quand tu vas suggérer à quelqu'un de te présenter puis qu'il faut que tu lui dises en même temps de se mettre une carapace puis de se blinder, il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Alors, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire dans notre société sur comment on les veut, nos politiciens, qu'est-ce qu'on veut comme politiciens. Puis moi, je pense qu'il faudra à un moment donné, à partir de ce que Jacques dit, sentir que les politiciens ont une parole qui est libérée pour dire comment ils se sentent dans leur mandat. Il va falloir que ça soit entendu à un moment donné. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait plus de limite jusqu'à où on pouvait s'introduire dans la vie des gens, même la vie personnelle. Exact. Puis beaucoup dans la vie personnelle, dans n'importe quoi. Mais avez-vous remarqué, puis pas seulement pour les politiciens, mais dans tout... Regardez, quand j'étais élève à l'école du Sacré-Cœur, en 11e, pas en 11e, mais en 4e, 5e ou 7e année, le prof, là, moi, chez nous, le prof, s'il m'avait chicané, le prof, je l'ai chicané à la maison. Là. Mais la perspective de l'importance du prof dans la société, c'est évaporé, c'est liquéfié. Puis c'est en train de vivre la même chose avec d'autres corps, dont les députés. Mais revenons à la base. Là. Il va falloir revenir à la base. Puis ce n'est pas par les députés qui va être la base, c'est par le monde comme tes profs, comme tes infirmières, comme les gens sur qui tu comptes pour être capable d'avancer. Puis on parlait de nous, de notre passion commune, qui est l'éducation. Bien, l'éducation, ça passe par la passion de voir des profs qui sont reconnus puis qui sont appréciés, puis pour qui on va mettre un genou à terre en disant « merci beaucoup », vous garantissez la transmission de nos valeurs et de nos connaissances à la génération qui suit. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme. Il n'y a pas, dans le fond, dans une société, d'objet plus important que ça. Il n'y en a pas. La santé, oui. Ouais, tu peux mourir, tu peux vivre. Mais inévitablement, on va tous mourir. Mais si on peut mourir plus fin qu'on était avant, oui, c'est ça. Avoir une qualité de vie du notre... Bien, merci beaucoup. Peut-être si vous aviez, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé qu'on aborde? Si c'est le cas ou si vous aviez lancé un mot de la fin, là, je vois que Jacques se la main levée. J'ai un doigt levé parce que je voudrais dire ceci. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma sortie en politique et j'ai décidé de comment je sortirais. Parce que là, je disais que le 27 novembre, le chauffeur venait me reconduire chez Subaru Sainte-Julie. Je suis reparti avec un auto. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas conduit. Je trouvais ça un peu compliqué. Mais c'était dangereux pour tout le monde. Mais ceci étant dit, un mois et demi après,
suis parti avec mon épouse, nous sommes allés 3 mois en Australie. J'ai fait une cassure. Puis je voulais faire une cassure avec la vie que je tenais avant, là, cassure qui a duré 3 mois de temps. On s'est promené tout le long. J'ai loué un motorhome. Et puis, on s'est promené en Australie. Ben, je dois dire que si j'avais une suggestion à faire à n'importe qui, puis pas simplement quand tu vis une vie politique aussi trépidante que celle qu'on a faite, quand tu vis une vie compliquée puis trépidante dans quelque chose, casse, fais quelque chose que tu aurais rêvé de faire puis que tu voudrais faire, mais casse, va-t'en faire d'autres choses, puis mets tout le reste en arrière de toi. Et ça a été une excellente décision. Je l'apprécie encore aujourd'hui. C'était à refaire, je le referais. Ça, c'est sûr, je le referais. C'est un bon mot. Il faut prendre du temps aussi pour nous. C'est un peu un message qu'on entend. C'est ce qui reste. Quand tu as passé ta vie dans le monde syndical, tu t'es donné aux autres. Même chose en politique, c'était l'œuvre de Monique. Moi, c'était aussi dans ma sphère, le même genre de vie. Hey, on a donné, là. Puis, on peut aussi, de ce temps-ci, penser à soi. À soi. Puis faire des choix qui nous correspondent, donner du temps. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 7 petits-enfants. J'en profite énormément. Il y a des périodes de ma vie où j'ai été absente de la maison. Il y a des périodes que je n'ai pas vécues avec mes enfants. Je me fais un peu le plaisir de les vivre avec les petits-enfants. Faut s'écouter aussi. Je l'appelle des fois, il est rendu au lac Saint-Jean. Oui, c'est ça, les petits jumeaux. Alors, non, il faut s'écouter, il faut se dire que la retraite, c'est aussi un beau moment. On n'a pas à être triste du tout. On est encore utile, on peut être encore très actif. C'est une belle période de la vie qui nous amène à répondre à nos choix, à nous. Qu'on encadre comme on veut, on se donne les horaires qu'on veut, on fait le bénévolat qu'on veut à partir des valeurs qui nous ont toujours traversées tout au long de notre vie professionnelle. Alors moi, je veux que cette retraite-là, elle dure. Je me suis fixé un objectif jusqu'à 96 ans. Alors, tant que je n'y serai pas rendu, je continue. Mais je pense que c'est un objectif que génétiquement n'est pas trop mauvais chez vous. Non, mon grand-père, oui. Mes parents sont décédés jeunes, mais mon grand-père, oui. Alors, je me suis dit que je serais sa relève. Ah ben, c'est bon. Donc, il y a une vie, là, il y a une vie après la politique. Oui, une vie très intéressante. Parce que je disais quelque part, on voyait beaucoup de gens qui avaient, par exemple, excellé dans le sport, des anciens joueurs de hockey de la Ligue nationale, des anciens olympiens on disait que c'était tellement défini par ce qu'ils faisaient qu'une fois que c'était terminé, ils étaient perdus. Démunis. Mais on voit un peu ça aussi en politique parfois. Oui, on voit ça souvent en politique. On le voit de moins en moins dans le sport parce que de plus en plus, le sport professionnel. Ils vont étudier. Effectivement. Puis ils sont encadrés. Ouais. Puis en politique, bien, comme on n'a pas d'encadrement autre que nos horaires de fou. Nos horaires de fou. et quand je vous entendais, Xavier, dire j'ai reçu des cloches 50 fois dans la journée, on a reçu des cloches. On a été invités à aller voter parce que la cloche sonnait, puis un autre 50 fois pendant la nuit. Ça me rappelait une anecdote. Je pense que je ne l'ai jamais compté. On disait, ou si ça a été dit une fois, je l'ai peut-être répété. Je ne prétends pas que c'est moi qui l'ai inventé. Mais sonner les députés qu'on appelle les cloches. Ah oui, c'est ça. Un lapsus, oui, c'est ça. Sonner les députés qu'on appelle les cloches. Non, il y a une belle vie après la politique. Il y a plein de choses à faire. Notre société a besoin de gens qui s'investissent. Quand on va en politique ou dans une vie professionnelle active, on apprend des choses, puis on a des choses à redonner, puis on a une expertise. Il s'agit de la faire à partir de nos horaires, à partir de nos choix, à partir de ce qui est possible pour nous. Ça, c'est merveilleux de pouvoir faire ces choix-là. Puis on fait des choses, j'ai toujours aimé lire. On n'a pas fait voyager, lire. Ouais, j'ai toujours lu, mais là, surtout pendant la pandémie, les gens m'ont demandé, pandémie, c'est terrible la pandémie. Non. Bon. Moi, je suis allé au chalet, puis j'avais des caisses de livres, puis j'ai lu, puis je me faisais des bonnes bouffes. Puis j'ai lu. Puis, la vie est agréable. J'ai lu. Puis ça a pris 1 an. Bon, j'ai lu. Puis avec tout ce que je n'ai pas lu, je pourrais encore écrire. Je pourrais encore la plus grande bibliothèque au monde. Ça fait que j'ai de quoi m'amuser pour
jusqu'au restant de mes jours. Moi aussi, je suis comme toi, je ne vivrai pas assez longtemps à faire le tour. Faire le tour, oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié vous aussi. Ouais. Et puis, la rencontre qu'on a aujourd'hui va être diffusée sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire ma page Facebook, les YouTube, les Apple Podcasts, Google Podcasts, puis je sais qu'il y en a d'autres, Spotify, puis etc. Donc, et même dans mon envoi courriel mensuel que j'envoie aux citoyens de la circonscription. Donc, il y a certainement des gens qui vont en prendre connaissance. Puis, je suis certain que tu vas avoir de nombreux rappels. Oui, c'est ça. Merci, c'est un plaisir. Oui, grand plaisir, Xavier. Bonne fin de journée.